l'apport de la civilisation des pays d'islam dans la production du savoir de manière générale, c'est-à-dire sciences exactes, technologie, philosophie, est tellement important que ce serait fastidieux de faire la liste bien, à toutes les époques, c'est-à-dire en particulier à partir de la fin du Xe siècle, où les historiens commencent à observer un phénomène de transfert, de circulation, de savoir-faire, d'instruments, donc de technologie, puis de savoir savant. Et puis vient la grande période des traductions. Donc on peut dire grosso modo que l'Europe est redevable de la production scientifique des pays d'islam, qui a eu lieu entre le 9e et le 12e, 13e siècle. Elle est redevable en mathématiques, en astronomie, en physique, en chimie, en mécanique. Ça, c'est pour les sciences exactes. Pour la philosophie, c'est tellement bien connu que je n'insiste pas. En particulier, tout l'apport, enfin une grande partie de l'apport d'Avicenne, Ibn Sina, dont le livre important, le livre de la guérison, a été traduit bien sûr en latin, l'apport d'Averroès et l'apport de personnages intellectuels moins connus ou disons moins ciblés comme philosophes, comme par exemple Al-Razali et d'autres, qui sont plus des théologiens, disons, rationalistes, calamistes. Voilà. Donc, je préfère rester uniquement à ce constat, parce que si on rentre dans les détails, alors ça devient d'une richesse absolument incroyable. En particulier, nous savons que dès le début du XIIe siècle, un processus de traduction qui n'est pas accidentel, qui n'est pas décidé par les États européens, ce sont des citoyens qui vont prendre cette chose en main, eh bien, va se dérouler jusqu'au début du XVe siècle. Et on a recensé, grosso modo, ce n'est pas moi, c'est le grand spécialiste Steinschneider, à la fin du XIXe siècle, a recensé environ 125 traducteurs, uniquement, qui se sont occupés, presque professionnellement, des traductions de l'arabe au latin, de l'arabe au catalan, puis de l'arabe aux langues vernaculaires plus tard, c'est-à-dire l'italien, ce qu'on pourrait appeler l'italien régional, le vieux français, etc. etc. Évidemment, à chaque époque a sa spécificité. Donc l'époque, disons, du Xe, XIIe, XIIIe siècle, c'est l'apport de la civilisation arabo-musulmane, elle-même héritière, bien sûr, de l'apport grec, de l'apport indien, de l'apport mésopotamien, qui va dominer. Et donc c'est plutôt la phase d'appropriation des savoirs anciens, antiques et médiévaux, par l'Europe latine. Puis, alors bien avant ça, évidemment, ce sont les musulmans eux-mêmes qui vont s'approprier les savoirs qui avaient été produits en Grèce, soit dans la Grèce classique, soit dans la Grèce hellénistique, en particulier à Alexandrie. Ils se sont appropriés des savoirs évidemment locaux, savoirs persans, savoirs mésopotamiens et savoirs indiens. Et donc là, effectivement, il y a eu des échanges. Pour l'Europe, les choses vont s'inverser, disons, à partir du XVIIIe siècle. C'est l'Europe qui, maintenant, va proposer, d'ailleurs avant qu'elle ne propose, ce sont les dirigeants des pays d'islam, certains pays, en particulier l'Empire ottoman, qui vont prendre des décisions politiques d'aller s'approprier les savoirs nouveaux qui montrent effectivement une suprématie éclatante de l'Europe à partir de la fin du XVIIe siècle. Donc il y a une prise de conscience chez certains dirigeants musulmans qu'il fallait rattraper le retard. Et donc il y a eu des initiatives dont je parlerai dans ma petite conférence, où l'on voit effectivement que les échanges sont dans les deux sens. Et ces échanges apparaissent comme étant uniquement des échanges scientifiques, techniques, technologiques, mais en fait, parfois même ce sont des circulations d'objets, tout court, sans les êtres humains, si vous voulez, mais derrière se cachent toujours des relations humaines, se cachent toujours des contacts, des discussions, parfois des polémiques, en particulier quand il s'agira de questions religieuses, de questions idéologiques. Et ces polémiques ont été pacifiques. Il faut bien distinguer les acteurs de cette grande aventure humaine. Il y a ceux qui se battent pour conquérir des territoires, pour avoir la suprématie politique et économique, et à la même époque, au même moment souvent, d'autres catégories de la société ou des sociétés vont non pas se battre, mais aller échanger pour récupérer pacifiquement le savoir de l'autre, ou bien pour s'enrichir
de l'opinion et du savoir de l'autre. Et ça s'est fait de manière absolument réciproque. Ce corpus, le corpus sacré, plus le corpus des dits du prophète, comme on dit, c'est-à-dire la geste, les actes, les décisions, les paroles, eh bien, contiennent beaucoup d'éléments qui ont caractère universel. Et à tel point que certaines phrases du Coran, ou surtout beaucoup de phrases du prophète, quand on les lit, quand je les présente, soit à mes étudiants, soit à des auditeurs, eh bien, si je ne leur dis pas qui est l'auteur, soit Dieu, soit son prophète, personne ne pense que c'est une phrase dans un contexte religieux. Ce sont des phrases à caractère universel, où il y a la morale, il y a le respect de l'autre, il y a la volonté de diffuser le savoir, il y a la volonté d'aider son prochain. Bref, une morale universelle. Et puis des comportements universels, en particulier pour ce qui concerne la diffusion des savoirs. Et la recherche du savoir, bien sûr. C'est inscrit partout, dans les textes sacrés du Coran et dans les paroles du prophète, la recherche du savoir et l'encouragement des êtres humains, tout en étant de bons musulmans ou de bons chrétiens ou de bons juifs, à vouloir chercher à comprendre les lois de la nature qu'a créé Dieu. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Dieu, en pays d'islam, dans le Coran, dit explicitement, dans tous les versets que nous connaissons, et il y en a des centaines, dit Dieu a créé l'univers, mais l'être humain a acquis une intelligence et qui lui permet, avec l'autorisation de Dieu, de comprendre cet univers, de comprendre ses lois et de pouvoir les maîtriser pour mieux vivre sur Terre. Si on reste uniquement au niveau des cultures, les cultures, avec tout le respect que je leur dois, ont tendance à s'enfermer sur elles-mêmes, puisque leur rôle, c'est de donner une spécificité au groupe. C'est de donner, comme on dit aujourd'hui, une identité au groupe. Par contre, les échanges qui viennent spontanément sont les échanges qui sont permis par des activités qui ont une dimension plus universelle, moins locale que les cultures. Ce sont les activités de la pensée humaine, qui n'ont pas de frontières, les activités scientifiques, les activités philosophiques. Quand ces activités se développent d'ailleurs, on constate qu'elles se développent entre partenaires avec le respect des spécificités culturelles de chacun d'entre eux ou de chaque groupe. Ça, nous l'observons en tant qu'historiens. Par exemple, quand les traducteurs sont venus à Tolède, ils étaient tous chrétiens, ou bien les juifs qui étaient dans la civilisation de l'islam, c'était des citoyens de l'Empire musulman, ils n'allaient pas dire à ceux qui détenaient le savoir mathématique, astronomique, devenez chrétiens avec nous et aidez-nous à apprivoiser ce savoir. Non, ils respectaient cette spécificité et ils leur disaient aidez-nous à profiter de ce qui est commun entre nous. Même s'il semble qu'il y ait des divergences au niveau du comportement culturel, du comportement religieux, donc on en vient au côté local et spécifique, eh bien, ce qui nous unit, c'est notre humanité d'abord, d'où d'ailleurs la circulation de la poésie, de la musique, qui n'a pas de frontières. Et dans cette humanité, eh bien, il y a la recherche de la compréhension de l'univers, la recherche du savoir, et donc la science va jouer un beau rôle de passerelle entre précisément ces cultures qui sont très spécifiques.